Juin 1941. Dernier moment en famille. Les Allemands ont accumulé une série de victoires faciles. Grisés par leur succès en Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, ils se préparent à partir pour une opération secrète, à l'Est. Avant Noël, ils en sont sûrs, ils seront de retour à la maison. Comment pourrait-il imaginer qu'il s'engage dans une guerre d'une violence inégalée qui va faire en quelques mois 6 millions de morts? Les acteurs de cette histoire, des soldats mais aussi des civils, vont consigner leur expérience, autant côté allemand que côté soviétique, sous forme de petits films amateurs. Les Allemands ont beaucoup filmé, mais aussi de lettres, de journaux. Hans Roth, soldat dans une division d'infanterie, note dans son journal. Dans quelques heures, l'air sera rempli du hurlement et du crissement des obus. L'impact des bombardements déchirera les champs et les routes. Adieu ma femme et ma petite Erika. Adieu mes parents. Vous serez dans mes pensées demain. Ne vous inquiétez pas, la chance du soldat sera avec moi. Un jeune tankiste de 17 ans écrit: Le moment 100 fois attendu, 100 fois vécu dans mon imagination est arrivé. Ai-je peur? Je suis trop inexpérimenté pour avoir peur. C'est plutôt une grande excitation, la même que celle qui me gagnait lorsqu'à la chasse, je poursuivais un chevreuil dans les bois. Derrière nous, nos camarades. Devant nous, quelque part, cachés dans les arbres, dans les maisons, dans les buissons, les Russes. Dimanche 22 juin 1941. Sous le nom de code Opération Barbarossa, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. Dans les premières heures de l'attaque, la Luftwaffe fait pleuvoir un déluge de bombes sur les aérodromes soviétiques aux frontières. La voie est libre pour les panzers. Hitler a clairement désigné l'ennemi quelques semaines plus tôt. Le communiste ne peut en aucun cas être un camarade. Il s'agit d'un combat d'extermination. Si nous ne l'envisageons pas ainsi, dans 30 ans, le communisme sera de nouveau en face de nous. Les Allemands ont rompu unilatéralement le pacte germano-soviétique, le traité de non-agression signé 2 ans plus tôt. Pour les soviétiques, la surprise est totale. Un lieutenant d'infanterie écrit: Il suffit d'attaquer, en avant et encore en avant, pendant que notre artillerie balance sur la tête des Russes le feu, la poudre, l'acier, les bombes et les obus. Il n'y a aucun doute, crois-moi, d'ici 4 à 5 semaines, on plantera notre drapeau sur le Kremlin et la croix gammée flottera sur Moscou. L'Union soviétique est un colosse aux pieds d'argile. On prédit Hitler et Franz Halder, le cerveau de Barbarossa. Il suffira de donner un coup de pied dans la porte et tout l'édifice soviétique pourri s'écroulera. « 4 millions de soldats, alliés du Reich compris, se déploient sur 3 axes. Au sud, les armées avancent vers Kiev et l'Ukraine. Au centre vers Moscou, au nord vers Leningrad. Le 24 juin, 2 jours seulement après le début de l'offensive, les Allemands sont déjà à Vilnius.
la capitale de la Lituanie. Une semaine plus tard, début juillet, ils prennent Riga, la capitale lettonne, dépassant leurs prévisions les plus optimistes. Une volée de cloches accueille les troupes allemandes. Annexés par l'Union soviétique 2 ans plus tôt, les Baltes espèrent retrouver enfin leur indépendance. Heinrich Happ, médecin militaire, fait partie d'un bataillon en première ligne de l'offensive. Dans ses mémoires publiés après la guerre, il raconte: Une foule de Lituaniens se masse au bord de la route pour nous voir défiler. Certains villageois nous lancent des cigarettes ou nous tendent des chopes d'eau et des miches de pain fraîchement cuites. Ici et là, un drapeau vert, jaune et rouge flotte paresseusement dans la brise légère. Les Lituaniens croient maintenant à une victoire allemande et ils ont ressorti fièrement leur drapeau national. On peut lire dans leurs yeux qu'ils nous donneraient volontiers leur maigre possession dans l'espoir que les Russes ne reviennent jamais. Dans l'ouest de l'Ukraine aussi, les Allemands entrent dans des villes en liesse. Les populations persécutées par le stalinisme entrevoient la fin de leur calvaire. Un sergent allemand se réjouit. Dans certaines localités, on voit même des arcs de triomphe, des pancartes avec des inscriptions en russe et en allemand. Le peuple ukrainien remercie ses libérateurs, la vaillante armée allemande. Vive Adolf Hitler! Les gens sont fous de joie. D'ailleurs, ici, en Ukraine, nous avons de la chance. Nous ne combattons pas uniquement les empoisonneurs du monde, nous libérons en même temps tout un peuple d'un joug insupportable, ce qui nous comble d'aise. Une semaine plus tôt, à Leningrad, le jour de l'invasion. Malgré la surprise, l'annonce de l'attaque allemande ne provoque pas de panique. Le front paraît loin. Les habitants flânent, profitent du temps clair et ensoleillé. À la radio, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, s'est montré rassurant. Nikolai Nikulin, 17 ans, encore au lycée, vit sans le savoir les derniers moments d'insouciance de sa jeunesse. Dans Carnet de guerre, ses mémoires, il se souvient de ce jour-là. J'ai accueilli la guerre, sinon avec indifférence, du moins avec une certaine distance, comme la plupart de mes concitoyens. On s'attendait tous à une suite de victoires rapides de notre armée, celle dont nos journaux répétaient constamment qu'elle était invincible, la meilleure au monde. En ville, l'atmosphère était festive, pour ainsi dire. Beaucoup de jeunes soldats en uniforme neuf parcouraient énergiquement les rues animées. À tous les coins de rue résonnaient des chants, de l'accordéon et des airs de gramophone. Ceux qui venaient d'être mobilisés se hâtaient de se saouler une dernière fois et de célébrer leur départ pour le front. Jusqu'au dernier moment, Staline a refusé de croire à une attaque allemande. Le temps qu'il mobilise à grande échelle, de précieuses heures sont perdues. Il faut acheminer des troupes et du matériel sur les fronts dans l'urgence et l'improvisation. Un jeune soldat, tout juste mobilisé, s'inquiète. Je t'écris du train qui nous emmène au front. C'est étrange et même angoissant. Les officiers, dans leur grande majorité, semblent revenir de vacances. Je n'en reviens pas.
Un journaliste sur le front à l'époque se souvient. Le jour de l'attaque, beaucoup d'unités blindées étaient occupées à changer les moteurs. Beaucoup d'unités d'artillerie n'avaient pas reçu de munitions. Pas plus que dans l'aviation, on était ravitaillé en carburant. L'armée rouge en réalité possède quantité de chars et de munitions, mais elle manque cruellement de personnel compétent pour les utiliser. L'encadrement militaire a été décimé dans les grandes purges staliniennes de 1937 et maintenant il faut former des officiers à la hâte. Certains ne savent même pas lire une carte. Pour la plupart, ils sont en poste depuis moins d'1 an et ils ne connaissent ni leurs hommes ni leurs collègues. Circonstance aggravante, les promotions favorisent les communistes dévoués, de préférence aux chefs compétents. Les officiers sont experts en marxisme-léninisme, mais n'ont que des rudiments de tactique militaire. Les soldats qui arrivent sur le front fin juin se désespèrent du chaos qui règne sur le terrain. L'un d'eux écrit à sa femme. « Nous manquons cruellement de chars et d'avions. 3 chars et 5 avions arrivent sur le front, alors que les Allemands en ont d'innombrables. Un autre confie. Nos chefs s'enfuient, mais ils nous ordonnent de rester et de riposter. La grande majorité d'entre nous pense que nous ne pouvons pas vaincre les Allemands. Un dernier proteste. J'ai livré 2 batailles. Et il m'est apparu clairement que nos commandants sont incapables de diriger. Ils ne savent que crier des slogans. Attaquer, contre-attaquer et attaquer encore. Les chefs d'armée appliquent la doctrine de Moscou qui privilégie l'attaque plutôt que la défense. Sous la menace, ils envoient l'infanterie à l'assaut, vague après vague, contre les armes automatiques et les canons des Panzers. L'essentiel est de se faire bien voir en haut lieu, quitte à causer des pertes en matériel et en hommes aussi considérables qu'inutiles. Début juillet, le médecin allemand Heinrich Happ et son bataillon sont déjà au cœur de la Biélorussie. Nos premiers prisonniers. Nous les regardons avidement, curieux de faire connaissance avec l'ennemi. Ils sont au nombre d'un peloton et portent de minables uniformes jaune kaki, des blouses d'aspect peu militaire et des têtes rasées de près. Leurs visages lourds sont sans expression. Un opérateur radio s'enthousiasme. Cela fait 1 semaine à peine que l'armée allemande a entamé sa conquête vers l'Est. C'est inimaginable. On ressent tous le désir irrépressible d'aller de l'avant. L'armée allemande est en train de prouver sur tous les fronts qu'elle a les meilleures armes et les meilleurs soldats. Rien ne semble pouvoir arrêter l'opération Barbarossa. Minsk, la capitale biélorusse, est à portée de canon. 1 semaine à peine après le début de l'offensive. 700 000 soldats sont jetés dans la bataille, percent les lignes de défense soviétiques et les piègent dans des encerclements géants, les chaudrons. Le 28 juin, après 3 jours seulement de violents combats, Minsk est conquise. C'est une prise de taille pour la Wehrmacht.
la bataille n'est pas terminée pour autant. Artillerie, blindés et aviation pilonnent pendant des jours les soldats soviétiques qui sont piégés dans les chaudrons et se retrouvent vite à court de munitions et d'obus. Des dizaines de milliers de soldats soviétiques tombent sous le feu allemand. Le 9 juillet, les survivants n'ont d'autre choix que de se rendre. Près de 300 000 soldats sont faits prisonniers. Un soldat allemand est témoin de la reddition. Un large crocodile brun terreux descend lentement la route vers nous en traînant les pieds. Il émet un bourdonnement discret, comme celui d'une ruche d'abeilles. Ce sont des prisonniers de guerre russes. Nous ne pouvons pas voir la fin de la colonne. À mesure qu'ils s'approchent, la terrible puanteur qui nous envahit nous rend malades. Besuch des Führers im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte. Auf dem Flug. Unter uns Minsk. Hier tobte eine der größten Material- und Umfassungsschlachten der Weltgeschichte. Hitler met en scène la grande victoire de Minsk en se faisant filmer dans l'avion qui survole la ville détruite. Le message est clair. L'armée rouge vient de subir une défaite décisive. Il ne cache pas son optimisme à ses généraux. La guerre à l'Est, pour l'essentiel, est gagnée. Des défaites encaissées, l'armée bolchevique ne se remettra jamais. En Ukraine, sur le front sud, la situation est pourtant loin d'être maîtrisée. Ici, pas de raid fulgurant, pas d'encerclement géant. Face à des armées soviétiques qui se défendent coûte que coûte, chaque kilomètre de terrain est gagné au prix de pertes importantes. Hans Roth se retrouve en première ligne. Imprimeur dans le civil, marié, père d'une fillette de 5 ans, il a 31 ans. Dans son journal, publié à titre posthume, il raconte son entrée dans Loutsk, une petite ville à l'ouest de l'Ukraine. La prison locale offre un spectacle atroce. Plus de 100 hommes, des prisonniers politiques sans doute, ont été massacrés comme du bétail par l'armée rouge avant qu'elle ne batte en retraite. Ça nous rend dingue. D'un coup, un camarade débusque quelques soldats de l'armée rouge planqués dans leur cachette. Il trouve aussi des juifs. On leur administre un solo de fusil qui résonne aux 4 coins de la prison et qui envoie cette racaille tout droit en enfer. Pour les soldats de la Wehrmacht, chauffés à blanc par la propagande nazie,
C'est la clique judéo-bolchevique qui dresse le peuple soviétique contre l'Allemagne. Les commissaires politiques, forcément juifs, ils en sont sûrs, fanatisent les soldats de l'armée rouge par la terreur. Ils ont d'ailleurs reçu l'ordre de ne pas les traiter comme des prisonniers de guerre, mais de les fusiller systématiquement. Jonava ist in deutscher Hand. Ein Bild der Vernichtung. Was durch die Kämpfe verschont blieb, wurde von den Sowjethorden bei ihrem Rückzug zerstört. Nur die Synagoge blieb auf Anordnung der jüdischen GPU-Kommissare völlig unversehrt. Das Judenviertel von Jonava, das gleichfalls nach dieser Anordnung verschont wurde, wird gesäubert. Auch hier terrorisierte das jüdische Gesindel im Bunde mit den GPU-Agenten die litauische Bevölkerung in der furchtbarsten Weise. Jonava, Garsden, Kaunas, Bialystok, Lida, Lvov. À l'arrière du front, dans les territoires occupés par les Allemands, le même scénario macabre se répète. Les commandos spéciaux des Einsatzgruppen, aidés par la Wehrmacht, massacrent les Juifs, dans un premier temps uniquement les hommes, ou encouragent les milices locales à de violents pogroms. 30 000 Juifs sont exécutés dès la première semaine de l'invasion. Un commandant d'une unité de tueurs rapporte à sa hiérarchie. Il est frappant de constater que les Juifs sont mal informés de notre attitude envers eux. Une jeune fille relate une conversation entre son père et un ami juif en route vers un point de rassemblement. Mon père conseille à un ami juif qui a été convoqué par les Allemands de se cacher dans la forêt le plus rapidement possible. Ce dernier lui répond « On nous envoie en Palestine ». Mon père lui rétorque que partout où les Allemands sont allés, ils ont tué tous les Juifs. Mais notre voisin poursuit « Les Allemands sont des hommes de grande culture. Ils ne vont pas nous mentir. Ce sont les bolcheviks qui mentent tout le temps. » À Kiev, la Wehrmacht n'est plus qu'à une centaine de kilomètres. La population commence à prendre peur. Irina Koroshunova est peintre, scénographe. Mais la guerre l'a contrainte à prendre un travail de bibliothécaire. Dans son journal, publié sous le titre « Carnet de Kiev », elle écrit « Les gens sont devenus fous. Leurs visages expriment tous le même désir de fuir. Comme s'il y avait une épidémie de peste ou de lèpre. Le spectacle des membres du parti qui entassent dans leurs véhicules des pianos, de grands miroirs et des armoires sur lesquels on trouvait place leurs épouses et leurs enfants contribue encore plus à renforcer la panique générale. Des morceaux de papier volettent dans le ciel de Kiev. On brûle les archives. J'ai beau essayer de conserver mon calme, dans ce chaos généralisé, je cède moi aussi à la peur. Et comme les autres, j'ai envie de partir n'importe où. L'essentiel étant de fuir. À Moscou aussi, l'angoisse est en train de monter. L'armée rouge accumule les défaites et Staline ne s'est pas manifesté depuis le début de l'invasion. Les rumeurs les plus folles circulent. S'est-il enfui? A-t-il été renversé? Il est urgent de montrer que le chef est toujours aux commandes.
Le 3 juillet au matin, la nouvelle se répand. Staline va parler à la radio. Dans les usines, les gares, les magasins, les kolkhozes, dans les rues principales de toutes les villes, tout d'un coup la vie s'arrête, suspendue à la voix qui sort des haut-parleurs. Pour la première fois, Staline s'adresse aux soviétiques comme à des partenaires auxquels il demande de l'aide. Il sait que le peuple ne se battra pas pour la survie du régime bolchevique. Alors il fait appel à la fibre nationale. Une grande guerre patriotique, nommée en référence à la guerre contre Napoléon, va libérer le pays des envahisseurs fascistes. La jeunesse éduquée des villes est particulièrement sensible à cet appel. C'est le cas de Georgi Efron, 16 ans, le fils de la poétesse Marina Tsvetaeva, qui tiendra un journal jusqu'à sa mort sur le front en 1943. L'État soviétique a persécuté sa famille. Et pourtant, il sent que sa place est derrière Staline. Staline a dit qu'Hitler serait battu, tout comme ont été battus Napoléon et Guillaume II, et qu'il n'y a pas d'armée invincible. Je crois que la guerre que les nazis mènent contre l'URSS, c'est le commencement de leur fin. Au moins on sait qui est l'ennemi. J'ai toujours été anti-nazi, et je me suis toujours dit que l'ennemi c'est le Troisième Reich. Une jeune compatriote est à l'unisson. Staline s'est adressé à nous en nous appelant frères et sœurs. Et soudain, tout le monde a oublié ses ressentiments. Nous avions un oncle prisonnier dans un camp du goulag, mais maman a dit « Défendons d'abord la patrie, le reste peut attendre ». La grande guerre patriotique devient le cœur de la propagande. On recrute des peintres pour faire des affiches à la gloire de l'armée rouge. Le soldat sur le front devient le modèle suprême, courageux, prêt à sacrifier sa vie pour la mère patrie. Mais la propagande glorifie aussi les soldats de l'arrière, les ouvrières et les ouvriers. Leur force de travail doit tendre vers un seul but. Il faut produire, et toujours plus. Plus de mitrailleuses, d'obus, de chars, pour remplacer la quantité phénoménale de matériel déjà perdu. Le camarade Staline veille au grain. On raconte qu'il note au crayon, dans un petit carnet de cuir, tous les chiffres de production. Fin juillet, les chars tout juste sortis des usines sont étraînés sur le front. Ils ne sont pas sophistiqués comme les tanks allemands, mais ils sont robustes et plus puissants. De nouvelles unités sont lancées dans des contre-attaques mal coordonnées et très coûteuses en vie humaine. Mais pour la première fois, les Soviétiques réussissent à freiner l'avancée spectaculaire des Allemands. Le 24 juillet, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, écrit dans son journal. On commence peu à peu à comprendre que la campagne à l'Est n'est pas une simple balade vers Moscou. Un mois après le début de l'offensive, l'opération Barbarossa n'a pas pris le visage triomphal espéré. Le régime bolchevique ne s'est pas effondré, l'armée rouge offre une résistance inattendue, la Wehrmacht est ralentie. Le spectre d'une guerre plus longue que prévu est dans toutes les têtes. Le général Gotthard Heinrici commande un corps d'infanterie sur le front centre. Il écrit chaque jour à sa femme. Ses lettres ont été publiées après la guerre.
Personne ne sait combien de temps va durer encore cette campagne. On a l'impression que même si Moscou est prise, la guerre continuera, en n'importe quel autre endroit de ce pays sans fin. Les soldats abattent des étapes de 30 à 60 km par jour. Les raids des panzers du début de l'offensive ont laissé l'infanterie loin derrière. Il faut les rattraper à marche forcée, dans la chaleur et la poussière. L'artilleur Hans Roth raconte. Notre rythme est extrême. Nous avons à peine le temps de manger et nous n'osons pas penser à dormir. Pendant les rares pauses, nous nous traînons sur nos jambes de caoutchouc. Le soleil brûle impitoyablement sur nos crânes. La poussière est si épaisse que je suis incapable de voir la personne qui est devant moi. Mes yeux se déchirent et brûlent. Cette saleté s'infiltre partout. Dans une de ses lettres de juillet, le général Heinrici s'alarme. À chaque halte, mes hommes tombent à terre comme des mouches et dorment à l'ombre des véhicules au milieu de la poussière. L'eau vaut de l'or. Hier, j'ai trouvé un conducteur d'attelage qui dormait debout comme mort contre son cheval. La tension nerveuse extrême vient non seulement de la situation toujours changeante, mais aussi du danger pour chacun d'être attaqué. Coupés de la protection des blindés, dispersés dans l'immensité russe, de petites unités allemandes, surtout à l'arrière, tombent dans des embuscades. Les assaillants sont des soldats de l'armée rouge qui ont échappé aux grands encerclements et se sont réfugiés dans les forêts et les marais. La plupart cherchent simplement à se procurer de la nourriture en attaquant des convois isolés. Mais quelques-uns continuent à combattre. Le soldat Willy Peter Rez vient de rejoindre son bataillon. Jeune homme se destinant à l'écriture, il a pris des notes jusqu'à sa mort sur le front de l'Est, publiées sous le titre « Étranger à moi-même ». 8 de nos soldats dormaient dans une maison isolée à la lisière du village. Lorsque les Russes l'ont encerclé, 2 ont sauté par la fenêtre et ont été abattus sur le champ. 2 autres se sont levés dans un demi-sommeil et ont été tués quand les ennemis sont rentrés dans la maison. 2 autres ont été capturés. Un autre dormait dans le grenier à foin et a fait une attaque de panique. Le dernier s'est caché derrière un buffet. Les Russes ont brûlé des allumettes, mais ils n'ont pas réussi à le trouver dans le noir. Lui aussi a sombré dans la folie. Le lendemain matin, un de nos soldats a balancé une caisse de grenades sur une centaine de prisonniers russes et il a abattu les survivants au pistolet mitrailleur.
Insécurité permanente, perte de repères, dégoût, haine, ressentiment, besoin de vengeance. Ce cocktail inflammable est rendu explosif par les ordres criminels de mars 1941 qui guident le comportement de la Wehrmacht envers les civils. Des représailles collectives sont autorisées. Une amnistie est garantie aux soldats qui commettront des crimes de guerre. Des ordres sont donnés à l'armée de collaborer étroitement avec les Einsatzgruppen, ces unités spéciales à l'arrière qui assassinent méthodiquement tous les ennemis du Reich, opposants politiques, résistants et juifs. Оператор посетил героя Советского Союза, летчика-истребителя, младшего лейтенанта Виктора Васильевича Талалихина. Début août, la propagande soviétique exalte le soldat modèle, les succès de l'armée rouge et de la Grande Guerre patriotique. Mais sur le terrain, les soldats paient à un prix exorbitant ces petites victoires. Des centaines de milliers de morts, d'innombrables blessés, le sentiment de servir de chair à canon pour des chefs incompétents. Résultat, des vagues de reddition. Pour Staline, il faut tuer dans l'œuf toute velléité d'opposition. Nikolai Nikulin, qui s'est engagé par idéalisme, est témoin pendant ses classes de cette répression. Il raconte dans ses mémoires. On a fait aligner les gars de la division sur la place, devant la caserne. Nous avons reçu l'ordre de nous mettre au garde à vous, pendant qu'on amenait 2 hommes sans ceinturon. Le capitaine a lu un papier. Ils étaient condamnés à mort pour désertion. Avant même que nous ayons compris ce qui se passait, ils ont été fusillés sans autre forme de procès. Nous nous sommes dispersés dans un silence de mort. En réalité, les 2 gars exécutés s'étaient seulement absentés sans permission pour rendre visite à leur famille. Mais on les avait fusillés publiquement pour renforcer la discipline. C'était d'une effrayante simplicité. Au cours de l'été 41, la terreur s'immisce partout. Les commissaires politiques sur le front sont encouragés à dénoncer tout gradé ou soldat qui aurait une attitude suspecte. Des détachements de soldats sont déployés derrière les armées combattantes, avec ordre de tirer sur tous ceux qui reculent. Un nouveau décret, l'ordre 270, met en place un chantage particulièrement cruel. Le seul fait d'être capturé assimile le soldat à un traître, ce qui entraîne automatiquement l'arrestation de toute sa famille. Les soldats n'ont d'autre choix que de se battre jusqu'à la mort. À l'arrière aussi, à Moscou, à Leningrad, à Kiev, des myriades d'espions du NKVD, la police politique, guettent les saboteurs de l'arrière, les panicards, les défaitistes, en un mot, les ennemis de l'intérieur. Toute parole critique peut mener directement au goulag. À Kiev, Irina Koroshunova, dans sa bibliothèque, ressent la chape de plomb qui pèse sur la ville. Elle est d'autant plus inquiète que lors des purges de 1937, sa mère a été exécutée suite à une dénonciation. Les arrestations se multiplient.
On voit partout des espions, des saboteurs et des traîtres. Des adultes et même des enfants conduisent au bureau du NKVD tous ceux qui leur semblent suspects. Être très bien habillé est suspect, être mal habillé l'est tout autant. Je sais que cela a déjà provoqué des erreurs invraisemblables. Y a-t-il véritablement des coupables parmi ceux qui sont arrêtés? C'est difficile à dire. La méfiance se généralise. La parole s'autocensure. Ne reste plus d'autres possibilités d'expression que la rumeur, le journal intime ou la colère solitaire. Les carnets de guerre du jeune Nikolaï Nikoulin sont hérissés de ces cris de colère. Un ordre tombe. Il faut prendre une colline d'assaut. Le régiment part à l'attaque et continue l'offensive pendant des semaines, avec d'énormes pertes quotidiennes. « Il faut arrêter ce massacre », s'exclame un officier. « Ils ont un fort en béton et nous n'avons qu'un malheureux petit canon. » Aussitôt, un mouchard, il y en a plein dans chaque section, rapporte à l'instructeur politique « Il a mis en doute notre victoire en présence de nos soldats. » Immédiatement, on inscrit son nom sur un papier déjà préalablement rempli et on fusille publiquement le coupable, ou on l'envoie dans un petit bataillon disciplinaire. Ce qui revient au même. Der Führer und oberste Befehlshaber bei seinen Truppen im Osten. Mi-août, Hitler est filmé en visite au quartier général du Front Centre. L'opération Barbarossa marque le pas. La dispersion des forces sur 3 axes empêche d'asséner le coup décisif. Pour les généraux, il faut faire converger toutes les forces sur Moscou, le centre nerveux du régime communiste. Mais pour Hitler, c'est là justement que les soviétiques ont massé le gros de leurs troupes. Il faut jouer la surprise et les attaquer là où ils ne les attendent pas, au sud, à l'est de Kiev, en prenant les armées soviétiques en étau. Le 25 août, les panzers du centre s'élancent vers Kiev. Le même jour, les blindés du Sud foncent à leur rencontre sur un océan de blé mûr. Hitler se rapproche de son but, étendre à l'Est l'espace vital du Reich, le Lebensraum, qui pour lui revient de droit au peuple allemand. Il est inconcevable qu'un peuple supérieur soit condamné à vivre sur un sol trop étroit pour lui, quand des masses amorphes qui n'apportent rien à la civilisation occupent de vastes étendues de l'une des terres les plus riches du monde. Dans 20 ans, les Européens en quête d'une vie meilleure n'émigreront plus vers l'Amérique, mais iront s'installer dans ce nouvel Eldorado oriental. Dans les faubourgs de Kiev, Hans Roth découvre le prix à payer de ce rêve de conquête. Corps mutilés, ruines, véhicules déchiquetés. Tout ce qui l'entoure est petit à petit détruit. C'est fou. Je suis sous le feu et j'observe un arbre, la lumière du soleil et les jeux de lumière dans les branches. Comme j'ai la nostalgie de la forêt du Taunus où on se promenait le dimanche avec Roselle. Quelques gros obus tombent à ce moment-là. Merde, où est mon arbre?
Un nuage de fumée noire et menaçante l'a englouti. Au fur et à mesure que la fumée s'élève, l'arbre commence à s'incliner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il s'écrase au sol. Mes rêves de forêt n'ont aucune place dans ce cauchemar. Le 16 septembre, le général Heinz Guderian de l'armée du Centre est filmé pour les actualités allemandes au moment où son armée fait sa jonction avec celle du Sud, aux portes de Kiev. La stratégie d'Hitler a fonctionné. Pour l'armée rouge, le désastre est immense. Le plus grave depuis le début de l'invasion. 30 000 véhicules, 650 000 soldats, 13 généraux tombent d'un coup aux mains des Allemands. Hier diese frischen und munteren Budjenny-Soldaten. Unzivilisierte und stumpfsinnige Analphabeten aus den Steppen Innerasiens. Die Bundesgenossen der Londoner Lords und Plutokraten. Hätte der Führer nicht in letzter Stunde zugeschlagen, so wären diese Horden brennend und mordend über Europa hergefallen. Das wäre das Ende der europäischen Kultur gewesen. Le 19 septembre, les soldats de la Wehrmacht entrent dans Kiev, sans combat. L'armée rouge a évacué la ville 2 jours plus tôt, mais elle laisse derrière elle de nombreux bâtiments officiels piégés, avec des mines à retardement qui explosent au passage des troupes. Cinq jours durant, la ville est un gigantesque brasier qui provoque la mort de centaines de soldats. Les Allemands rejettent immédiatement la faute de ces attentats sur la population juive de la ville. Le 29 septembre, le général Eberhardt, nommé gouverneur, ordonne à tous les membres de la communauté de se rassembler près du cimetière juif. Le prétexte est un transfert. Tout le monde doit prendre avec soi ses biens les plus précieux. Dans ses carnets, Irina Koroshunova témoigne de sa rencontre avec le sinistre cortège. Ils sont escortés par des soldats en rang serré. Jusqu'à présent, toutes les colonnes de prisonniers que j'ai vues n'étaient encadrées que par quelques gardes armés tout au plus. Mais là, c'est différent. Les Allemands interdisent strictement d'approcher de ce groupe de prisonniers. Aux abords d'une maison, l'un des hommes se redresse et ose demander de l'eau à une femme à la fenêtre. Il se dirige vers elle, puis accélère le pas. 2 détonations retentissent. Il est abattu sur le champ. Ce sont des Juifs. Le cortège est conduit par des soldats allemands et des policiers auxiliaires ukrainiens dans le ravin de Babi-Yar, à proximité de Kiev. Hans Roth occupe la ville avec son unité. Il retrouve un camarade de son village qui fait partie du commando des tueurs et qui l'emmène sur les lieux du massacre. Même lui, qui considère les Juifs comme des ennemis du Reich, est effaré par ce qu'il voit. Cette image horrible, je ne l'oublierai jamais. Au bord du ravin, il y a des Juifs debout, les mitrailleuses les fouettent, ils tombent 50 mètres plus bas. Les corps qui restent au bord sont balayés vers le bas. Quand le quota de 1000 est atteint, on fait exploser le tas de cadavres et on le recouvre. « C'est pas une bonne idée la détonation ?» me demande le blond au visage poupin. Ce garçon a 19 ans. Mon Dieu, mon Dieu. Sans un mot, je me retourne et je cours plus que je ne marche vers la ville.
En 2 jours, 33 771 juifs sont exécutés par des membres de la Waffen-SS et des Einsatzgruppen, aidés par des soldats de la Wehrmacht et des policiers auxiliaires ukrainiens. Des hommes, des femmes, des enfants. Babi Yar est un tournant dans la radicalisation de la politique d'extermination. Ce n'est pas le premier massacre de femmes et d'enfants, mais jamais les Allemands n'avaient tué autant de Juifs en si peu de temps. Plus d'1,5 million de Juifs soviétiques vont être exterminés dans les fusillades de masse de la Shoah par balle. Le projet de génocide sera ensuite étendu à l'Europe entière et rationalisé, industrialisé dans les camps de la mort. La jeune Irina ne peut que crier son désespoir. J'écris et je suis épouvantée par mes propres mots. J'écris, mais mes mots n'expriment rien. J'écris parce qu'il est indispensable que le monde sache qu'un crime horrible est en train d'être commis et qu'il faudra le venger. J'écris et au même moment, on continue d'assassiner en masse des enfants innocents et sans défense. Des femmes et des vieillards dont beaucoup sont enterrés vivants parce que les Allemands sont économes et n'aiment pas gâcher des balles inutilement. Et nous sommes totalement impuissants. Après la prise de Kiev, l'opération Barbarossa est relancée. Plus rien ne semble s'opposer à la conquête de Moscou avant l'hiver.